Imaginez, vous scrollez sur les réseaux sociaux et soudain, vous tombez sur une photo de vous, Oui, prise lors d'un événement public. oui. A priori, rien de grave, sauf que cette photo, elle est utilisée dans une pub. Ou pire, une photo prise dans un cadre totalement privé se retrouve en ligne sans votre accord. C'est la petite angoisse de notre époque. Complètement. Concrètement, quelles sont les règles? Notre visage, est-ce qu'il nous appartient vraiment? C'est une question qui est devenue absolument centrale. Chaque jour, des milliards d'images sont partagées, donc savoir ce qui est permis ou non, c'est devenu une compétence de survie numérique. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se plonge dans les méandres du droit à l'image en France. Pour nous guider, on a une pile de documents assez dense. Oui, on a des analyses juridiques, des articles de cabinets d'avocats, le code civil, le code pénal. Et surtout, des cas de jurisprudence très concrets qui montrent comment ça se passe dans la vraie vie. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter cet ensemble. On va voir d'où vient ce droit, comment une réglementation européenne a tout changé, Les exceptions aussi. les exceptions qui surprennent toujours, et ce qu'on risque vraiment au cas de dérapage. L'objectif, c'est de comprendre ce qui protège notre image, qui est une facette essentielle de notre identité. Parfait, alors, pour commencer, une question un peu naïve. Je n'ai jamais vu de loi sur le droit à l'image. Est-ce que ça existe ou c'est plus compliqué? C'est bien plus subtil et c'est ça qui est passionnant. Il n'y a pas un texte unique. Tout part d'un principe très général, l'article 9 du Code civil. Qui dit quoi? Chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est tout. C'est la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice au fil des décennies, qui a sculpté ce droit. D'accord. Les juges ont établi que l'image d'une personne est un attribut de la personnalité. Un attribut de la personnalité, c'est une jolie formule. Ça veut dire que mon visage est protégé au même titre que mon domicile, par exemple? Exactement ça. C'est une extension de votre sphère intime. Et le critère clé qui déclenche tout, c'est la reconnaissabilité. Ah oui, Peu importe que la photo soit de face, de dos, dans une foule, si on peut vous identifier, même avec un petit effort, alors le droit s'applique. d'accord. Donc, si on est reconnaissable, il faut une autorisation. Bon, le principe semble simple, mais dans la réalité, c'est un cauchemar, non? Ah, oui. Si je prends une photo d'un groupe d'amis dans un parc, je dois vraiment avoir une autorisation écrite de chacun avant de la poster? Vous mettez le doigt sur la tension entre la théorie et la pratique. En théorie, oui, le consentement doit être préalable et exprès. Pendant longtemps, les juges ont admis une certaine souplesse avec ce qu'on appelle le consentement tacite. C'est-à-dire? Si quelqu'un pose pour vous, sourit à l'objectif, c'est difficile de dire ensuite qu'on n'était pas d'accord. Mais ce consentement tacite a des limites, j'imagine. Poser pour la photo de groupe d'un anniversaire, ça ne veut pas dire être d'accord pour qu'elle se retrouve sur le flyer d'une boîte de nuit. Précisément. Cette notion a toujours été interprétée de manière très très restrictive. Mais ce qui a vraiment mis fin à toute ambiguïté, c'est une réglementation européenne. Le fameux RGPD. Exactement. Le Règlement général sur la protection des données. On l'associe surtout au bandeau de cookies, mais quel est le rapport avec une simple photo? Le rapport est direct et fondamental. Le RGPD dit une chose très simple. Une image sur laquelle une personne est identifiable est une donnée à caractère personnel. Ah oui, d'accord. Au même titre que votre nom, votre adresse email, à partir de là, tout change. On ne parle plus d'un accord vague, on gère une donnée sensible. Et ça implique quoi, concrètement? On doit sortir un formulaire à chaque fois qu'on sort un smartphone? Pour un usage purement personnel, entre amis, non. Mais dès qu'on entre dans un cadre pro, associatif, commercial, là le formalisme devient très strict. Il faut un écrit? Idéalement, oui. Et ce document ne peut pas être un chèque en blanc. Il doit détailler précisément le support de diffusion, la finalité, est-ce pour un rapport d'activité ou une pub, et surtout une durée. L'autorisation pour toujours n'a plus aucune valeur. Aucune valeur légale. Ce qui me frappe dans nos sources, c'est cette notion de consentement libre. On lit par exemple qu'un employeur ne peut pas conditionner un contrat de travail à la cession du droit à l'image. Non, en théorie. Mais dans la réalité, un salarié peut vraiment dire non. Le rapport de force est tellement déséquilibré. C'est une question très pertinente. La loi tente de rééquilibrer ça. Mais le point le plus révolutionnaire du RGPD, il est ailleurs. C'est le caractère réversible du consentement. C'est-à-dire, On peut changer d'avis, exactement. L'organisme qui utilise votre image doit vous informer que vous pouvez retirer votre consentement facilement et à tout moment. attendez, ça c'est énorme. C'est une phrase qui change tout. Ça veut dire que si j'ai donné mon accord il y a 3 ans pour que ma photo soit sur le site de mon entreprise, je peux aujourd'hui aller voir le service com et leur dire « enlevez-moi ça ». Oui, et ils sont légalement tenus de le faire. Et ça marche comment?
Ce retrait n'est pas rétroactif, hein. Ça ne rend pas illégales les brochures déjà imprimées, mais ça stoppe immédiatement toute nouvelle diffusion. D'accord. Et si vous exercez en plus votre droit à l'effacement, ils doivent non seulement arrêter de diffuser, mais aussi supprimer l'image de leur serveur, de leur base de données. C'est une véritable bombe à retardement pour toutes les organisations qui ont des photothèques un peu anciennes et mal documentées. Le pouvoir est vraiment redonné à l'individu. Complètement. Mais ce droit ne peut pas être absolu. Un journaliste qui couvre une manifestation, il ne peut pas demander une autorisation signée à chaque participant. Comment ça marche? Vous avez raison. Il y a des exceptions. Elles sont cruciales pour équilibrer la protection de la vie privée avec d'autres libertés, comme le droit à l'information. Donc, si l'image illustre un événement d'actualité, Voilà, ou un débat d'intérêt général, sa diffusion peut être légitime sans autorisation. c'est le cas de la photo de manifestation dont je parlais. Oui, mais à deux conditions très importantes. Premièrement, la personne ne doit pas être le sujet central de l'image. Si vous êtes un visage dans la foule, c'est ce qu'on appelle le fait de foule, Et c'est admis. généralement. Mais si le photographe vous isole, fait un gros plan, ça devient plus discutable. Et deuxièmement, et ça, ce n'est pas négociable, l'image ne doit jamais porter atteinte à la dignité de la personne. Cette frontière entre élément de la foule et sujet principal, elle me paraît incroyablement subjective. Qui décide? C'est le juge, au cas par cas. Et c'est là qu'on voit l'importance de la jurisprudence. Il y a un cas, cité dans nos sources, qui est parfait pour ça. Un arrêt de 2012. Racontez-nous. Une personne participe à un entretien filmé pour un documentaire. Un débat d'idées. Le contrat signé lui accordait un droit de visionnage avant la diffusion. D'accord, une clause assez classique. Sauf que l'éditeur ne respecte pas cette clause et diffuse l'entretien. La personne attaque en justice, logiquement, On s'attend à ce qu'elle gagne. Le contrat n'a pas été respecté, point. et pourtant non. La Cour a jugé que comme la personne s'était engagée volontairement dans la sphère publique pour un débat d'intérêt général, l'impératif d'information du public primait sur le manquement à cette clause. C'est incroyable. La liberté d'informer a été jugée plus importante que le contrat. C'est un arbitrage fascinant qui montre cet équilibre délicat. Mais j'imagine que lorsque la ligne est franchie de manière évidente, les conséquences doivent être à la hauteur. Concrètement, on risque quoi? L'arsenal est double, civil et pénal. Le pénal, c'est le plus sévère pour les atteintes graves à l'intimité. L'article 226-1 du Code pénal est très clair. Et il dit quoi? Le simple fait de prendre une photo de quelqu'un dans un lieu privé, sans son accord, c'est passible d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Juste pour la prise de vue? Même sans la diffuser. Et si vous la diffusez, cette image volée, c'est un autre délit. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. D'accord. Et au civil, la victime peut agir en urgence pour faire retirer les images et bien sûr demander des dommages-intérêts. Ces chiffres sont impressionnants. Mais est-ce qu'on obtient vraiment des réparations significatives? Pour ça, il est intéressant de regarder des cas concrets, même à l'étranger, car la logique reste la même. Une analyse de cas japonais dans nos sources est très parlante. Oui, ces exemples sont très éclairants. Le premier, c'est un président d'entreprise, une personnalité publique, photographié chez lui en robe de chambre avec un téléobjectif. Le cliché du paparazzi. Exactement. La photo est publiée. Le tribunal a condamné l'éditeur à verser l'équivalent de 12 000 € de dédommagement en disant que même pour une personne célèbre, son domicile est un sanctuaire. Et il y a cet autre cas, beaucoup plus touchant, celui du conducteur d'un camion de ramassage des ordures. Un cas très humain, oui. Lors d'un direct télé, un journaliste interpelle cet homme qui fait juste son travail. Son visage, sa profession, tout est révélé. Et les conséquences sont terribles. Son fils, un primaire, se fait harceler à l'école, traité de « fils des boueurs » au point de ne plus vouloir y aller. Là, le préjudice n'est pas juste une question d'ego, il est tangible. Il affecte toute une famille. Exactement. Le tribunal a reconnu que les préjugés existent et que personne ne devrait voir sa profession ainsi exposée. Il a accordé environ 6 000 € de dommages et intérêts. Ce que ça montre, c'est que les juges ne réparent pas une image, ils réparent une vie qui a été perturbée. C'est tout à fait ça. On a beaucoup parlé des personnes. Mais qu'en est-il de l'image de nos biens rapides? La façade de ma maison, est-ce qu'elle a elle aussi un droit à l'image? C'est un sujet distinct mais très lié. La règle a évolué. Aujourd'hui, on considère que le propriétaire d'un bien n'a pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci. Ah bon? Donc on veut photographier une maison depuis la rue et utiliser la photo. En principe, oui. Sans aucune limite, je peux prendre en photo la villa de mon voisin et la vendre à une agence immobilière pour illustrer le charme du quartier? C'est là qu'intervient la limite. Le propriétaire peut s'y opposer s'il prouve que ça lui cause un trouble anormal.
D'accord. Si votre photo révèle des éléments de sa vie privée ou si elle lui porte préjudice, il peut agir. Mais la simple photo de la façade, non. C'est clair. Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas. On entend partout qu'on n'a pas le droit de commercialiser des photos de la Tour Eiffel illuminée la nuit. C'est un bâtiment public. Il n'y a pas de trouble anormal. Pourquoi? Ah, ça c'est la grande exception. Et elle ne relève pas du droit à l'image du propriétaire, mais du droit d'auteur. Du droit d'auteur? Oui. Les illuminations de la Tour Eiffel sont considérées comme une œuvre visuelle à part entière, protégée. La tour elle-même, de jour, est dans le domaine public. Mais ces habits de lumière sont une création. Donc si je comprends bien, toutes mes photos de vacances de Paris la nuit sont techniquement illégales à poster sur un blog de voyage si j'ai des pubs dessus. C'est fou. Pour un usage personnel, personne ne vous dira rien. Mais si vous vouliez vendre cette photo à une banque d'images, Je recevrai un courrier. Très probablement. De nombreux pays ont une liberté de panorama qui autorise ça, mais la France est plus protectrice. Une source mentionne une carte postale de la Géode à Paris qui a été condamnée pour contrefaçon pour cette raison. c'est une distinction essentielle. Bon, on a couvert énormément de terrain. Si on devait résumer, on dirait que le droit à l'image, c'est un jeu d'équilibre permanent. C'est exactement ça. D'un côté, on a une protection de l'individu qui n'a jamais été aussi forte, fondée sur le respect de la vie privée et décuplée par le RGPD. Le RGPD qui a vraiment rendu le pouvoir à la personne avec ce consentement qui doit être précis, limité dans le temps et surtout révocable. Le oui n'est plus définitif. Et de l'autre côté, ce pouvoir immense est contrebalancé par des limites claires au nom de l'intérêt général et du droit à l'information. La société doit pouvoir se regarder, se raconter. Voilà. C'est le rôle des juges de tracer cette frontière au quotidien. La clé, c'est donc ce consentement qui est devenu un dialogue, un processus continu. Précisément. Et cela nous amène à une dernière pensée, une question qui reste ouverte. Le droit français et le RGPD offrent des outils très puissants pour forcer un diffuseur initial, un journal, une entreprise, à retirer une image. Oui, mais est-ce suffisant? C'est la question. Une fois qu'une image est en ligne, qu'elle est copiée, partagée sur des serveurs aux quatre coins du monde, comment exercer réellement un droit à l'effacement? Le droit peut-il vraiment courir plus vite que la technologie, qui est conçue pour propager et archiver l'information à l'infini?